Flizan et Elina sont couchées côte à côte sur le lit banquette dans la cuisine. Bien que le soleil ne se couche jamais et qu'il fasse aussi clair qu'en plein jour, c'est le milieu de la nuit. Elles se parlent en chuchotant. Les pensionnaires ronflent et pètent dans la chambre. Elina pleure toutes les larmes de son corps. « Tu ne connais pas quelqu'un ?» demande-t-elle à son amie. « Quelqu'un qui pourrait m'en débarrasser ?» Le cœur de Flizan saigne en l'entendant parler de la sorte. Son Dieu n'aime pas qu'elle et Johann Albin couchent ensemble. Elle en est sûre. Elle pense que le Christ partage dans les grandes lignes ses idées, prendre soin de son foyer, ne pas gaspiller sa paye, faire montre de justice, de compassion, et surtout, ne pas tuer. « On va s'en sortir », promet-elle tout bas à Elina. « On pourrait partir de Kiruna, toi, moi et Johann Albin. On pourrait adopter ton enfant si tu veux. Tu continuerais à travailler comme institutrice et on habiterait tous les 4 ensemble. Ou alors, tu serais sa maman et on t'aiderait à l'élever. Il y a d'autres métiers que l'enseignement, tu sais. » Elle serre Elina contre elle et lui murmure que ça va aller, que tout va s'arranger. Et Elina l'écoute. Elle ne fait pas disparaître l'enfant qui grandit en elle. Elle n'en a pas la force. Elle cache sa situation jusqu'à la fin du mois de juillet. Pendant les vacances d'été, elle n'a pas de salaire de toute façon. En août, elle est informée, comme elle s'y attendait, que la municipalité a engagé une nouvelle institutrice pour prendre sa place. Elle donne un coup de main à Flizan, qui travaille comme une forcenée tout cet été et l'automne suivant. Pas tellement chez le directeur, puisque Hjalmar Lundbom est en voyage. Flizan exerce un dur métier. Elle empèse les draps et coupe le bois. C'est elle qui insiste pour qu'Elina l'accompagne. Elle lui confie les tâches les moins fatigantes, et Elina lui fait la lecture. Pendant que Flizan repasse les nappes ou change les rideaux pour les femmes des ingénieurs, Elina lui lit Oliver Twist de Dickens et Emma de Jane Austen. Flizan et ses filles trouvent ces histoires si captivantes qu'elles pourraient travailler toute la journée en oubliant de manger. Et Elina lit tellement bien. On se croirait au théâtre. Les livres soulagent un peu la peine d'Elina. Pendant qu'elle lit, elle ne pense ni à Hjalmar ni à l'avenir. L'enfant lui donne des coups de pied et appuie la tête si fort contre sa cage thoracique qu'elle doit se tenir les côtes, si fort que son ventre est gondolé de bosses. Les femmes d'ingénieurs et les autres institutrices ne lui disent plus bonjour. Mais les habitants de Kiruna sont tous très jeunes. Les femmes d'ouvriers se font constamment engrosser. Les gros ventres ne manquent pas, et celles qui les portent ne sont pas toutes mariées. Alors elle a quand même des gens à saluer dans la rue et à qui parler. Elle assiste à des réunions politiques et à des conférences, et elle peut même se rendre avec Flizan aux réunions de l'Armée du Salut pour écouter des concerts de cordes sans qu'on la regarde de travers. « Nous allons trouver une solution », dit Elina à l'enfant dans son ventre. Flizan la soutient de son indéfectible bonne humeur. « Je suis capable de travailler comme 3 personnes, tu le sais, » dit-elle. Et elle rit. Même quand Elina sombre dans le désespoir et que Johann Albin rentre du travail les oreilles en sang à cause du broyeur, elle rit. Et son rire chasse l'ombre du régisseur général de la mine. Le 3 novembre, Elina Pettersson accouche dans leur cuisine d'un petit garçon. La sage-femme lui claque les fesses et prononce les formules consacrées. « Un magnifique bébé !» et « Il est aussi joli que sa mère !» Ils ont décidé qu'il s'appellerait Franz. Et Elina pense en son fort intérieur que sur le registre de l'église, elle fera écrire Franz Olof, à cause de Hjalmar Lundbom, qui s'appelle Olof de son 2e prénom. Les anges comprendront. Ils savent ce qui compte vraiment et ne s'encombrent pas de l'odieux nom de bâtard. Il était 17h50. La conférence de presse allait commencer. L'odeur du sang faisait déjà saliver les journalistes. Van Post faisait les 100 pas dans le couloir en marmonnant
Nous ne sommes pour rien dans ce qui vient de se passer. » « Pourquoi nous ?» grommelait Anna-Maria en son fort intérieur. « Ce n'est pas nous qui l'avons interrogée à l'hôpital. » Elle appela Rebecca Martinson. « C'est un drame épouvantable, » lui dit-elle. « Tellement inutile. Son plus jeune à l'âge de mon Gustave. »« Oui, » répondit Rebecca. Puis elle lui parla de la chemise. « Poyanen l'a envoyée au laboratoire. Tu dois quand même admettre que c'est bizarre. On la tue à coups de fourche. Son fils a été renversé par une voiture et tué 3 ans auparavant. Son père a vraisemblablement été abattu d'un coup de fusil. Marcus... » Elle s'interrompit. « Enfin, je ne t'apprends rien. » « En ce qui concerne son père, c'est peut-être un chasseur ivre qui a paniqué, » répliqua Anna-Maria. « Ce ne serait pas la première fois, en admettant qu'il soit vraiment mort par balle. Et l'ours l'aurait simplement déterré. »« rétorqua Rebecca. « Aigrotte a avoué, Rebecca. C'est un drame qu'il ait sauté, mais il est coupable. Et il n'avait aucun mobile pour tuer le père ni pour écraser le fils. Parfois les choses sont juste le fait du hasard. »« Oui, je sais. La conférence de presse va commencer. Je t'avoue que je préférerais rester planquée ici jusqu'à ce que ce soit terminé. »« Pourquoi ? Tu es où ? » ?»« Aux toilettes. Allez, salut, faut que j'y aille. » Rebecca Martinson raccrocha. Elle finit son café devenu froid en lisant un SMS qu'elle avait reçu de Christer. « On joue à cache-cache, » disait-il. « Et toi ?» Se cacher. Quelle bonne idée. Elle posa le téléphone sur la table. Elle se les imaginait tous les trois, Christer et Marcus. Christer cherchant, Marcus se cachant. Anna-Maria planquée dans les toilettes. Chez Solbrit, ils avaient trouvé tous les placards grands ouverts. Quelqu'un avait essayé de retrouver Marcus, évidemment. Quelqu'un s'était dit qu'il avait dû se cacher. « Il y a quelque chose qui ne colle pas, » dit-elle au morveux assis à ses pieds, un regard suppliant levé vers sa tartine. « Ils ont sûrement raison. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Yoké et Grotte s'en seraient pris à toute la famille. » Elle gratta le morveux derrière les oreilles. « Qu'est-ce que tu veux ? Je ne viens pas de te nourrir il y a à peine 10 minutes ? » « Je ne crois pas, » répond le morveux. « Ou je ne m'en souviens pas. En tout cas, je te jure que je suis tenaillée par la faim. » Mons Wengren était assis à son bureau au cabinet Meyer et Ditzinger. Il était le seul associé à se trouver encore dans les murs. Mais dans les bureaux des assistants, les lampes du labeur brillaient toujours. De temps à autre, l'un d'eux foulait sans bruit les tapis anciens du corridor pour aller chercher du café ou de l'eau. Une assistante vint lui poser une question depuis le seuil de son bureau. Il remarqua qu'elle s'était donné la peine de remettre du gloss avant de quitter son poste. Il se demanda distraitement s'il devrait l'inviter à dîner et envoyer Rebecca au diable. Le problème étant qu'aujourd'hui, en faisant ce genre de choses, un patron risquait plus que d'essuyer un refus. Il s'exposait au ridicule. Et à ce que la jeune femme aille voir une de ses collègues et lui dise d'un ton délicieusement outré « Non mais tu te rends compte ? Qu'est-ce qu'il s'imagine ?» Mons regardait sur son ordinateur la conférence de presse à Kiruna. Quel con ! Comment avait-il pu laisser le suspect se défenestrer, tirer sa révérence après avoir fait des aveux? Il sortit le Macallan du dernier tiroir de son bureau et but une gorgée à la bouteille. Puis il éjecta de leur emballage 2 comprimés d'aspirine et les avala. Karl von Post répondait aux questions des journalistes. Mons pointa vers lui un doigt menaçant. « Tu n'as rien à faire là, salopard. C'est la place de ma petite amie. »« Nous avons des aveux et un décès regrettable, » annonça von Post. « D'un point de vue policier, l'enquête est terminée. » Plusieurs appareils photos furent brandis à bout de bras pour obtenir un bon cliché. Des mains se levèrent et des questions fusèrent sans attendre. « Il n'était pas sous surveillance ? Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver ? » « Il était évidemment surveillé. » Von Post fit une longue pause avant de reprendre. Il serra si fort la mâchoire que les muscles de son cou se crispèrent. « Mais je vous rappelle que l'homme se trouvait dans un hôpital. » Il les laissa intégrer l'information avant de poursuivre en regardant droit dans l'objectif de la plus grosse caméra. « Un assassin s'est donné la mort.
C'est une tragédie. Mais nous allons devoir l'accepter. Nos pensées vont à sa famille. Mais, et je vous demande de bien écouter ce que je vais dire, parce que c'est important. Autant que je sache, les médecins qui le suivaient n'avaient pas observé chez lui de tendance suicidaire. Joli, songea Mons. Un assassin s'est donné la mort. Comment était-il surveillé? Comme un homme en état d'arrestation. Ces médecins ne l'ont pas jugé suicidaire et nous n'avions aucune raison de mettre en doute leur diagnostic. Il est vraiment fort, se dit Mons Wengren. Il a réussi à renvoyer la faute sur l'hôpital en 2 coups de cuillère à peau. C'était tout juste si on ne voyait pas les journalistes tourner la tête dans une autre direction, comme s'ils avaient soudain flairé une autre piste. Pauvre médecin, j'espère pour elle qu'elle a les reins solides, soupira l'avocat. Le procureur continuait à faire son numéro. Mons alla se verser un whisky. Von Post expliqua que le meurtrier avait une liaison avec la victime, qu'on avait découvert le sang de Solbrid sur une fourche retrouvée sur la propriété de Eggroth. Ce type a décidé de se tirer une balle dans le pied ou il a tout oublié de ce qu'il a appris à l'école de la magistrature, se gaussa l'avocat Wengren. Il le traite de meurtrier alors qu'il n'a pas eu le temps d'être jugé. Que fait-il de la présomption d'innocence? Je croyais que la Suède était encore un état de droit. Apparemment, je fais erreur. Mons tripota son iPhone. Il en avait marre d'écouter ces conneries. Il vérifia sa messagerie, bien que son écran ne lui signalât aucun nouveau message. Il consulta son journal d'appels, bien que son téléphone ne lui ait signalé aucun appel manqué. Il contrôla sa boîte mail pour se rendre compte que Rebecca ne lui en avait pas envoyé. Puis, sans réfléchir, il appela Madeleine, sa première épouse. Il était en train de se dire que ce n'était pas une bonne idée quand elle décrocha. Elle ne se montra pas aussi désagréable qu'il aurait pu le craindre. Le temps faisait son œuvre. Elle n'avait peut-être pas envie de le haïr indéfiniment. « Comment ça va ?» dit-il. « Mons !» s'exclama-t-elle avec plus de chaleur qu'il n'en méritait de sa part. « C'est vraiment toi? Que me vaut le plaisir ?» Une assistante passa devant son bureau. Elle avait son manteau sur le dos et un gros dossier dans les bras. Elle agita la main et articula un bonsoir silencieux. Il lui fit signe de fermer sa porte, ce qu'elle fit. « Qu'est-ce qui nous est arrivé, au juste? Tu sais, toi, pourquoi on a divorcé ?» demanda-t-il. Au bout de la ligne, Madeleine inspira profondément. « À quoi bon revenir là-dessus ?» dit-elle doucement. « Dis-moi plutôt comment tu vas. »« Je n'ai pas bu. Je suis juste... » « C'est à cause de Rebecca? J'ai vu qu'ils avaient arrêté le coupable là-haut dans le Grand Nord et qu'il s'était suicidé. Mais ce n'était pas elle qui s'occupait de l'instruction, si j'ai bien compris. »« Non, c'est ce con de procureur avec qui elle bosse. Je ne comprends même pas comment elle peut travailler avec un type pareil. » Il baissa les yeux sur son verre. Il ne voulait pas boire tant qu'il était au téléphone avec Madeleine. Elle s'en rendrait compte aussitôt. L'habitude. « Je voudrais arriver à quelque chose avec Rebecca, » dit-il. « J'aimerais l'épouser. Je n'ai jamais ressenti cela pour personne, à part toi. Mais tout est tellement compliqué. Pourquoi faut-il que ce soit toujours aussi compliqué ?» Il l'entendit soupirer en guise de réponse. « Je n'ai plus autant la bougeotte. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie qu'elle vienne vivre avec moi. J'ai envie qu'on vieillisse ensemble et qu'elle... » « Et ?» demanda sa première femme patiemment. Il nota avec une certaine gratitude qu'elle avait omis de commenter le fait que lui et Rebecca avaient peu de chances de vieillir ensemble, étant donné qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. « Mais je n'ai qu'à l'envoyer se faire foutre après tout !» s'exclama-t-il brusquement en colère. « Oui, c'est en général ce que tu fais. »« Pardon, » répliqua-t-il sans la moindre trace d'ironie. « Hein ? » ?»« Pardon, Mad, pour tout ce que tu as dû endurer. Et malgré tout cela, tu n'as jamais cessé d'être une mère exemplaire. Si tu n'avais pas... je n'aurais eu aucun contact avec mes enfants. »« Tout va bien, Mons, » répondit-elle lentement. « Ils sont ok, n'est-ce pas? Ils ont l'air de bien s'en sortir. »« Ils sont super, Mons. »« Bon, allez, salut, » dit-il tout à coup. Et il raccrocha sans lui laisser le temps de répondre. Madeleine Extremer, ex-épouse Wengren, raccrocha le téléphone. Son ex-mari avait mis fin à la communication comme d'habitude, brusquement et sans prévenir.
Elle avait mis des années à s'y habituer. Elle alla rejoindre son nouveau mari qui sirotait son apéritif dans le canapé du salon, les fox terriers de la famille couchés à ses pieds. « Mons ?» demanda-t-il sans quitter la télé des yeux. « Tu sais quoi ?» dit-elle, l'embrassant sur le front, pour lui signifier que c'était à lui qu'elle appartenait. « Il m'a fait des excuses, je te jure. Je me demande si je n'ai pas rêvé. Je crois que j'ai besoin de boire un verre. »« Eh ben merde alors !» s'exclama son mari. « Il a un cancer ou quoi ?» Anna Maria Mella souffrait le martyre aux côtés de Van Post durant la conférence de presse. Elle se sentait sale et avait un terrible mal de tête. Alors c'était pour une enquête pareille qu'elle s'était montrée déloyale. Elle aurait dû l'envoyer au diable. Elle aurait dû leur dire d'aller se faire foutre à ce petit procureur mondain quand lui et le premier procureur de district avaient volé l'affaire à Rebecca. Alf Björnfoot se tenait contre le mur au fond de la salle, la mine renfrognée. Elle essaya de se convaincre que c'était de sa faute. Après tout, c'était lui qui avait pris la décision. Ce qui ne changeait rien au fait qu'elle aurait dû réagir différemment. Un assassin s'est donné la mort. Van Post avait réussi à placer 3 fois la formule au cours de son discours et des réponses aux journalistes qui avaient suivi. Demain, il pouvait être sûr qu'elle serait reprise dans au moins un tabloïd. Et ce pauvre médecin hospitalier. Les journalistes s'en étaient immédiatement pris à elle. Anna Maria les avait vus commencer à pianoter sur leur clavier aussitôt que Post avait insinué que l'hôpital était en cause. Un sentiment de désespoir l'envahit. Les méchants devaient être punis. On devait se sentir heureux quand on parvenait à en arrêter un. C'était une compensation pour les crimes impunis, les criminels qui étaient passés à travers les mailles du filet, le manque de ressources, de temps, les femmes battues, les affaires abandonnées, classées, archivées. Mais de là à les pousser au suicide, cela laissait tout de même un goût amer. Post la peste palabrait toujours. L'enquête avait été menée de manière efficace et professionnelle, selon lui. Ah oui, vraiment. Première nouvelle. Au fond de la salle, derrière les journalistes et les photographes, une porte s'ouvrit sur Sonia, la standardiste. Ses lunettes à monture bleue pendaient au bout d'un cordon tressé rouge. Ses cheveux étaient remontés en chignon sur sa tête avec une grosse barrette et son chemisier était impeccablement repassé comme chaque jour. Elle chuchota longuement à l'oreille d'Alf Björnfoot. À mesure qu'elle parlait, les sourcils du procureur général montaient plus haut sur son front. Il lui chuchota quelque chose à son tour. Elle haussa les épaules et lui glissa à nouveau quelques mots à l'oreille. Puis tous deux se tournèrent vers Anna Maria. Alf Björnfoot se redressa, lui fit signe, jetant la tête en arrière pour lui demander de les rejoindre. Elle remua imperceptiblement la sienne de droite à gauche. Impossible. Il acquiesça lentement avec un regard qui signifiait que c'était un ordre. « Excusez-moi » marmonna Anna Maria en se levant. Elle sentit le regard en coin que lui jeta Van Post. « Je t'emmerde, espèce de procureur de salon » songea-t-elle en quittant la salle en compagnie d'Alf Björnfoot et de Sonia du Standard. « Qu'est-ce qui se passe ?» leur demanda-t-elle. « Eh bien, » commença Sonia avec son suédois chantant teinté de finnois. « Cela m'ennuie de vous déranger. Mais je me suis dit que ça ne pouvait pas attendre. » Elle fit entrer Anna Maria et le procureur de district dans la salle d'interrogatoire et s'en alla. Les fesses posées au bord de la table, un homme d'environ 35 ans les attendait. Il était vêtu d'une épaisse veste en duvet sur un sweat à capuche, d'un pantalon militaire vert provenant d'un surplus américain et d'une paire de baskets. Il avait sur la tête un bonnet tricoté main. Ses poils au menton devraient attendre encore quelques jours pour mériter l'appellation de barbe. Sa présence avait quelque chose d'insolite dans cette pièce meublée de manière spartiate, avec sa petite table de conférence et ses chaises habillées du tissu bleu dont on recouvre le mobilier dans la fonction publique. Il avait les yeux aussi rouges qu'un lapin albinos et la coupe rose d'un ivrogne. Encore un simple d'esprit qui vient s'accuser de quelque crime imaginaire, jugea Anna Maria. Il posa sur eux un regard qui rappela à Anna Maria les quelques fois où, dans l'exercice de ses fonctions, elle avait dû annoncer un décès à des proches. « Vous êtes des policiers » s'enquit-il. Aussitôt qu'il eut ouvert la bouche,
Anna Maria comprit qu'il n'avait pas affaire à un cinglé. L'homme était juste très imbibé. Anna Maria se présenta et elle présenta également Alf Björnfoot. « Je viens de rentrer et d'apprendre la nouvelle », dit le visiteur. « Mon nom est Mange Utsi. Jokke Egroth est mon ami. Était mon ami, je veux dire. Et il n'a pas tué Sol-Britt Uusitalo. »« Ah bon ?» répliqua Anna Maria. « Je n'y comprends rien. Il paraît qu'il a avoué et tout ça, mais c'est n'importe quoi. Il ne peut pas l'avoir fait parce qu'il a passé tout le week-end avec moi. » Van Post était campé devant Mange Utsi, les bras croisés, la mâchoire serrée et l'air sceptique. La conférence s'était passée aussi bien que possible. Et voilà que débarquait cet énergumène. Il regarda le pauvre R, la mine incrédule. « Vous mentez » dit-il. Et dans sa voix, il y avait presque une prière. « Est-ce que je pourrais avoir un café ?» demanda Mange Utsi, regardant d'un air découragé les autres policiers. « Jokke est mort, nom de Dieu !» Anna Maria Mella, Fred Olsson et Tommy Rantakureux suivaient leur dialogue appuyés contre le mur. Sven-Erik n'était pas là. Quand ils avaient reçu le coup de fil de l'hôpital leur annonçant que Jokke Egroth avait sauté, il avait pris sa veste et il était parti sans un mot. Ce matin, il s'était fait porter pâle. « Vous avez des témoins pour étayer vos dires ?» demanda Van Post. « Je croyais que c'était moi le témoin, » soupira Utsi. « Je veux bien un coca aussi, » mendia-t-il à Tommy Rantakureux, qui lui avait apporté le café demandé. « Mais puisqu'il a avoué, » insista Van Post, « pourquoi aurait-il avoué un crime qu'il n'a pas commis ?» Mange Utsi haussa les épaules. « Répétez à monsieur le procureur ce que vous m'avez dit tout à l'heure, » l'encouragea Anna Maria. « On est parti samedi matin dans le chalet de son frère à Abisko. Et bon, bref, on a beaucoup picolé. Vous savez ce que c'est. De temps en temps, on a besoin de se vider la tête. » Les trois collègues échangèrent un regard. Ils avaient pensé la même chose. Il ne devait pas rester grand-chose à vider. Jokke est rentré chez lui dimanche soir, tard. Moi, je viens d'arriver. Et j'ai appris la nouvelle. Je vous jure qu'on n'est pas sorti du sauna samedi soir. Il n'aurait pas pu conduire, même s'il l'avait voulu. Mon voisin était là aussi. Je ne suis pas le seul à pouvoir témoigner. « Je dois vous poser la question, » dit Anna Maria. Comment s'entendait-il avec sa femme ? Mange Utsi cligna des yeux, comme s'il avait du papier de verre sous les paupières. Il secoua la tête avec un regard vers Anna Maria, comme pour s'excuser. « Je suis seulement venu vous dire que ce n'est pas lui. »« Tout va se savoir de toute façon, » continua Anna Maria, doucement. « Allez, Mange, dites-nous ce que vous savez. Vous vous sentirez mieux après. » Tommy Rantakureux revint avec le coca. Mange Utsi prit la canette avec gratitude et la vida à longues gorgées. Il rota, s'excusa et dit après un long silence. « Elle le battait. » Les policiers échangèrent à nouveau un regard. « Souvent ? Violemment ?» se renseigna Anna Maria. « Je n'en sais rien. Il n'aimait pas en parler. Alors on n'en parlait pas. De temps en temps, quand il avait des hématomes, il rigolait, et il disait qu'elle y était allée un peu fort avec la poêle à frire. » Mange Utsi baissa les yeux et fit une grimace. « C'est le genre de choses qu'on préfère ne pas savoir. On peut en plaisanter. Mais quand on le voyait à poil, il était toujours couvert de taches jaunes qui ressemblaient à d'anciens bleus. Vous la connaissez ? Ouais. Et vous étiez au courant qu'il avait une liaison avec Sol-Britt Uusitalo ? Bah ouais, je lui servais d'alibi de temps en temps, mais... Il disait qu'il ne pourrait jamais quitter Jenny, même s'il le voulait, à cause des gamins. Et aussi parce que... Parce que quoi ? Parce qu'elle le tuerait. C'était ce qu'il disait. Lui, ou Sol-Britt, pensa Anna Maria en regardant ses deux collègues qui avaient visiblement eu la même idée. Comment croyez-vous qu'elle réagirait si elle apprenait qu'il la trompait ? Elle ne serait pas contente, répondit Mange Utsi. Pas contente du tout. Allez la chercher, ordonna Van Post. Et si quelqu'un pipe mot à la presse, je vous préviens que...
Il acheva sa phrase en regardant chacune des personnes présentes dans la pièce l'une après l'autre, avant d'écraser de son poing droit un objet invisible censé se trouver dans le creux de sa main gauche. Aller chercher Jenny Aigrotte se révéla une tâche aussi dangereuse que de plonger la main dans une fosse aux serpents. Une femme aux yeux bouffis ouvrit la porte et se présenta comme sa sœur. Elle appela Jenny. « Qu'est-ce que c'est que ce métier ?» songeait Anna Maria Mella, évitant de regarder les chaussures d'enfants mouillées et les petites doudounes suspendues dans l'entrée. Fabriquer des orphelins et aller chercher des familles de réfugiés pour les expulser ? Merde, je crois que je commence à détester ce job. Ses collègues Fred Olson et Tommy Rantakure assuraient les arrières d'Anna Maria, prêts à intervenir. Personne n'avait ouvert la bouche pendant tout le trajet jusqu'à Kuravara. Tommy Rantakure mit une main sur sa nuque, se gratta énergiquement le cuir chevelu. « Reste tranquille », songea Anna Maria agacée. Jenny arriva à la porte, le cheveu gras en pantalon de jogging et sweat à capuche, les yeux plissés par la haine. « Je suis désolée », tenta Anna Maria, « mais vous allez devoir venir avec nous. »« Pour que vous me jetiez par la fenêtre, moi aussi ?»« Jenny, il faut que vous compreniez. »« Vous !» hurla Jenny d'une voix si forte que sa sœur et les policiers sursautèrent. « Je ne vous autorise même pas à prononcer mon nom. Vous avez compris, putain de flics. Vous êtes tous des ripoux, vous me dégoûtez, tous autant que vous êtes. » Sans les quitter des yeux, elle envoya son poing dans le miroir du vestibule qui éclata. Plusieurs débris se répandirent sur le sol. Les policiers regardèrent la main en sang, effarés. « Jenny !» s'écria sa sœur. « Ta gueule !» beugla Jenny. Puis elle cria, tournée vers le premier étage. « Les enfants, venez ici tout de suite !» Deux garçons apparurent dans l'escalier. Le plus vieux portait un bonnet, bien qu'il soit à l'intérieur, un t-shirt trop grand et un jean qui lui arrivait au milieu des fesses. Le plus jeune portait également un t-shirt immense et un jean informe, et il avait une manette de console à la main. Il essaya de saisir la main de son grand frère, mais l'autre la lui arracha. « Tenez !» dit Jenny Aigrotte, tendant ses mains ensanglantées. « Mettez-moi des menottes. Allez-y, devant mes enfants. Regardez, les enfants, ce sont ces salauds qui ont tué votre papa. »« Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de nous suivre ?» dit Anna Maria. « Et de vous calmer. »« Me calmer ? Tu vas voir comment je vais me calmer, pétasse !» rugit Jenny Aigrotte, en avançant brusquement sur Anna Maria. L'inspecteur Mella eut tout juste le temps de lever les mains pour protéger son visage, avant que Jenny se jette sur elle, lui attrape les cheveux d'une main et se mette à lui taper dessus avec l'autre. Elle tenta de l'atteindre au visage, mais fut arrêtée par les avant-bras d'Anna Maria. Elle essaya alors de pousser la tête de l'inspecteur Mella vers le miroir brisé. Les enfants et sa sœur se mirent à crier. Tommy et Fred se précipitèrent sur Jenny et la ceinturèrent pour permettre à Anna Maria de se dégager. Jenny crachait et donnait des coups de pied. Elle réussit à dégager une main et griffa Fred Olson au visage. « Mon œil, putain !» hurla-t-il, en portant les deux mains à son visage. Tommy Rantakure gifla Jenny. Il la plaqua au sol et lui retourna les bras dans le dos. Anna Maria l'aida à lui passer les menottes et ils la traînèrent hors de la maison, alors qu'elle, sa sœur et ses enfants braillaient toujours. Fred Olson montra son œil à Tommy. « Il est encore là », le rassura son collègue bougon, tout en massant sa main droite. Fred Olson alla s'asseoir au volant. « Hé, c'est ma voiture ?»« Oh, je t'en prie, Mella » rugit Fred. « Monte dans cette voiture et ferme-la. La dernière chose dont nous ayons besoin est que tu nous envoies tous dans le décor. » Ils partirent enfin. Et ils furent aussi muets qu'à l'aller. À l'inverse de Jenny Aigrotte, elle n'arrêta pas de les injurier jusqu'au commissariat. Elle les traita de tous les noms d'oiseaux. Elle menaça de les poursuivre en justice, de les tuer et de se venger. Ils avaient intérêt à faire gaffe. Personne ne se donna la peine de la faire taire. Anna Maria l'examinait du coin de l'œil. Elle avait une trace rouge sur la joue après le coup que lui avait administré Tommy, et il allait falloir soigner la coupure qu'elle s'était faite à la main. Quand Jenny rencontra Van Post,
Elle ne manqua pas de lui faire savoir ce qu'elle pensait de lui, et cela avait beaucoup à voir avec sa déviance sexuelle. Puis tout à coup, elle dit d'une voix étonnamment calme « Je ne dirai pas un mot avant d'avoir vu un avocat. Et c'est Zilberski que je veux. » Ils l'enfermèrent dans une cellule, et Karl von Post promit d'essayer de satisfaire sa demande. « Elle est tout de même suspectée de meurtre, » dit-il, appuyé contre le mur du couloir. « Et après ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Et à ce propos, qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Disons qu'elle a montré quelque résistance lors de son arrestation, » expliqua Anna-Maria avec un coup d'œil vers Fred qui saignait toujours de l'arcade sourcilière. « Et encore, c'est un euphémisme. Vous étiez 3, dit von Post d'une voix lasse. Contre une femme seule. On est dans la merde, inutile de vous le dire. » Il consulta sa montre. « Faites ce que vous voulez, mais on ne peut pas l'interroger avant qu'elle soit représentée. Si Zilberski est libre, il faut lui faire prendre le premier avion demain matin. On se retrouve ici demain à 8 heures. » Il s'éloigna d'un pas furieux. « Je ne sais pas ce que vous avez prévu, » annonça Anna-Maria Mella à ses collègues. « Mais moi, je vais aller boire une bière chez Landström. » Ils s'assirent au fond du pub et burent une première bière en silence. Ils sentaient les regards des autres consommateurs. Tout le monde était déjà au courant. Un chanteur assez talentueux enchaînait des titres de Cornelis Vreeswijk dans un coin de la pièce. Quelques verres plus tard, les aspérités de cette éprouvante journée commencèrent à s'éroder. Ils commandèrent des steaks, des harengs avec de la purée de pommes de terre et du pain Vasa. Anna-Maria se détendait peu à peu. L'ivresse lui faisait du bien, et l'affection de ses collègues aussi. Une affection qui allait grandissant au rythme de leur alcoolémie. « Tu es de loin la meilleure patronne que j'ai jamais eue, » disait Tommy Rantakure. « La seule qu'il ait eue, mais quand même, » fit remarquer Fred Olson en levant son verre. « La meilleure qui soit, » insista Rantakure avec un regard de chien battu. « Arrête, elle va prendre la grosse tête, » plaisanta Fred. Mais il redevint grave aussitôt. « Je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé tout à l'heure, Mella. Elle m'a vraiment énervé. »« Ne t'inquiète pas, » le rassura-t-elle. « Je crois que c'est la pire journée de ma vie. Je plains les gosses. »« Pauvre de nous, surtout, » dit Rantakure. « Quand Zilberski va voir ses ecchymoses, il va conseiller à sa cliente de porter plainte. Je vais être accusé de sévices corporels et de faute professionnelle. Je vais me faire virer. »« Si seulement Martinson avait été là, » dit Fred Olson. « Elle ne se laisse pas impressionner par ces foutus avocats. Et ils ne lui font pas peur, alors que ce connard de Von Post n'hésitera pas à nous jeter au loup du moment qu'il sauve sa peau. »« Tu ne perdras pas ton job, » promit Anna-Maria. Tommy tituba jusqu'au bar. Anna-Maria et Fred Olson écoutèrent le troubadour qui avait attaqué la fameuse chanson « Lettre de colonie ». « Tout ça n'a aucun sens, » marmonna Fred Olson songeur. « Aucun, » approuva Anna-Maria. « Elle le battait. Il s'accuse du meurtre et il se suicide ensuite. » Tommy revint avec le cocktail favori d'Anna-Maria et une tequila avec du citron et du sel pour lui-même. « Tu connais mon péché mignon, Tommy » s'exclama Anna-Maria. « C'est comme des bonbons acidulés, mais en mieux. » Tommy lécha le sel, avala l'alcool d'une traite et mordit dans le morceau de citron. « Alors, qu'est-ce que vous en dites ?» s'enquit-il, faisant le singe, le quartier de citron entre les dents. « Vous la croyez capable d'achachiner quelqu'un à coups de fourche ?» Anna-Maria rigola. Fred Olson s'étouffa dans sa bière qui ressortit par son nez, et le fou rire les prit. Les larmes leur dégoulinaient sur les joues, les conversations s'interrompirent, et ils devinrent le point de mire du pub tout entier. Pour finir, Fred pleurait de rire. Tommy Rantakure se tenait le ventre. Ils réussirent à reprendre leur sérieux un court instant et repartirent de plus belle. Ils rirent jusqu'à avoir mal à la mâchoire. Autour d'eux, les gens échangeaient des regards, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Anna-Maria Mella rentra seule chez elle. Elle était contente de voir la neige fraîche scintiller dans le noir. Mais il fallait plus que de la neige pour la rendre heureuse ce soir. Son mari et ses enfants lui manquaient. Elle pensa aux pauvres gamins de Jenny et de Jokke Egroth. À Jenny qui avait appelé ses fils pour leur montrer ses mains ensanglantées et la police en train de la menotter.
Elle est capable de l'avoir fait, songea Anna Maria. Mais qu'est-ce que j'en sais au fond? L'hiver s'abat sur la ville avec fureur. La tempête pousse la neige contre les murs des maisons, fouette les pauvres malheureux contraints de s'aventurer dans la rue, leur lacère le visage, les fauche en marche et les jette au sol. Il ne sert à rien de déblayer. Les congères se reforment aussitôt. Il faut avancer sans s'arrêter et on ne voit pas où on va. Les habitants de Kiruna font du feu dans les cheminées à faire craquer la charpente. Certains brûlent leurs meubles quand ils n'ont plus de bois. L'eau suinte sur les murs des plus mauvais logis. On ose à peine ouvrir sa porte de peur de faire entrer la neige et de voir le vent arracher le panneau de ses gonds. Les fenêtres sont obstruées par la glace et la neige. Franz Olof a 2 semaines et Elina n'a pas mis le nez dehors depuis sa naissance. Et puis soudain, le soir du 18 novembre, c'est fini. Le monstre qui hurlait dehors se tait brusquement. Le vent se couche, épuisé, et s'endort. La ville repose, blanche et immobile. La lune s'élève, jaune, immense. Elina couche son enfant dans la luge qui leur sert à transporter le bois. Elle a besoin d'exercice. On voit déjà des 3 chemins creusés par les gens qui ont enfin pu sortir de chez eux. On dirait des traces de souris dans l'épais manteau neigeux. Des enfants jouent avec un chien. Franz Olof dort dans la luge. Elle marche, perdue dans ses pensées, et s'aperçoit tout à coup qu'elle est arrivée devant l'école. Cela lui fait un pincement au cœur de songer aux enfants et à ce métier qu'elle n'exercera plus. Elle se demande si elle manque à ses élèves ou si la nouvelle institutrice a déjà pris sa place dans leur cœur. Elle est curieuse de savoir si la salle de classe est comme avant ou si la nouvelle a tout modifié. À Kiruna, les portes ne sont jamais fermées à clé. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être jeter un coup d'œil à l'intérieur. Cela ne fait de mal à personne. Elle sort le petit garçon bien emmitouflé de son landau de fortune et entre dans l'école. Les fenêtres sont encore à moitié obstruées de neige, mais la lune éclaire assez par la partie supérieure pour que bientôt ses yeux s'habituent et qu'elle puisse y voir. Presque rien n'a changé. Elle en conclut aussitôt que sa remplaçante est une pauvre créature sans imagination. Quand elle est arrivée ici, elle a fait 1 millier de petites modifications dès la première semaine. Elle commence à avoir chaud. Elle dépose le bébé endormi derrière l'harmonium et déboutonne son manteau d'hiver. Alors qu'elle vient de le poser sur le bureau, elle entend la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Son sang se glace en entendant la voix reconnaissable entre toutes. « Mademoiselle Peterson !» Son visage est dans l'ombre lorsqu'il apparaît sur le seuil de la porte. La voilà! À peine remise de ses couches, elle court déjà les rues comme une chienne en chaleur. Cela ne m'étonne pas. Lorsqu'elle voit qu'il verrouille soigneusement la porte de la classe de l'intérieur et glisse la clé dans sa poche, elle est incapable de bouger. Elle ne pense qu'à son enfant, pourvu qu'il ne se réveille pas. S'il le voit, il me tuera, et il laissera le bébé mourir de froid dans la neige, songe-t-elle. Et elle sait qu'elle a raison. Il souffle comme une bête en refermant ses mains puissantes autour des poignets d'Elina. Elle détourne le visage, mais il lui attrape le menton et colle sa bouche de force sur la sienne. « Si tu me mords, je te tue », grogne-t-il. Il déchire sa blouse et la couche sur le bureau, empoigne sa poitrine gonflée de lait si violemment qu'elle laisse échapper un gémissement de douleur. Cela semble l'exciter qu'elle ne crie pas, qu'elle ne pleure pas et qu'elle ne cherche pas à se défendre. Il lui assène un coup de poing dans la figure. Elle n'a même pas mal. Elle sent seulement le liquide chaud coulant sur son visage et le goût du sang dans sa bouche. Elle comprend que cet homme veut la tuer, qu'il va le faire, qu'il la hait, qu'il ressent à son égard une colère infinie et que cette colère, elle l'a elle-même provoquée par sa jeunesse, sa beauté, sa relation avec Hjalmar. Il lui arrache sa culotte et sort sa verge. Elle a encore la vulve déchirée après l'accouchement.
il la pénètre. « Tu aimes ça, hein, putain? C'est ça que tu veux, pas vrai ?» Il la gifle, lui cogne la tête contre le bureau, lui arrache les cheveux par mèches entières. Le sang coule de son nez dans sa gorge. Ses coups de boutoir deviennent de plus en plus violents, de plus en plus rapides, et il grogne de plus en plus fort. Sa poigne de fer se resserre autour de sa gorge, elle se débat impuissante. Ses bras sont si faibles. La lune et les étoiles traversent le plafond et illuminent la salle de classe d'une lumière brûlante. Le petit garçon dort comme un ange. Quand il se réveillera et qu'il pleurera dans 1 heure, il n'y aura plus personne dans la salle de classe, à part sa mère, morte, couchée sur le bureau. Mercredi 26 octobre. Le temps changea et se mit au beau. La neige sur les trottoirs devint collante et sale. Un ciel gris s'abattit sur la misère du décor. Jenny Aigrotte était couchée sur la banquette de sa cellule, les yeux rivés au plafond. Lors de son interrogatoire, elle avait invité la police à aller se faire foutre. D'ailleurs, leur avait-elle expliqué, si elle avait su que Yoke la trompait, ce n'est pas seul Britt qu'elle aurait assassiné, mais lui. Leif Zilberski l'avait laissé parler. Il n'avait pratiquement rien dit pendant l'interrogatoire. Il se réservait pour plus tard. Ensuite, l'avocat vedette avait réuni sa cour devant la presse. Pour cette réunion, il avait choisi l'hôtel Ferrum. Alf Björnfoot était resté un peu à l'écart. Il était là pour prendre la défense du remplaçant autoproclamé de Rebecca Martinson, et il écouta sans rien dire le procureur Von Post se plaindre de ses collègues, des avocats, des suspects et des journalistes. Les médias ne parlaient que de la terrible bavure de la police, des malheureux orphelins, et de l'innocent accusé à tort qui s'était donné la mort. Le temps était pourri, cette enquête était pourrie, une vraie chienlit. À 8 heures du matin, Christer Eriksson déposa Marcus à l'école. « Je vais rester ici jusqu'à ce que tu ressortes », annonça-t-il. Par la vitre de sa voiture, il regarda Marcus traverser la cour, ventre à terre. 3 garçons plus grands s'étaient aussitôt lancés à sa poursuite, mais Marcus réussit à atteindre le bâtiment avant que les garçons le rattrapent. Problème, songea Christer. 2 filles passèrent à côté de la voiture et il baissa sa vitre. « Hé, excusez-moi » les appela-t-il. « N'ayez pas peur, j'ai juste été victime d'un accident domestique quand j'étais petit. Est-ce que l'une d'entre vous connaît Marcus Uusitalo? Il est en CP. » Les filles restèrent prudemment à distance. Mais oui, elles savaient qui il était. Qu'est-ce qu'il lui voulait? « Sa grand-mère a été assassinée, » dit l'une d'elles. « Je sais, » répliqua Christer. « Je travaille pour la police. Ce sont mes chiens policiers qui sont dans la cage à l'arrière. Vera, la chienne qui est à l'avant, est une simple civile. Je voulais juste vous demander si vous aviez vu quelqu'un embêter Marcus ici, à l'école. » Les filles hésitèrent un instant avant de répondre. « Oui, Ampus et Willy et d'autres garçons de CE2, mais ne leur dites pas que nous vous l'avons dit. » Qu'est-ce qu'ils lui font? Ils le bousculent et lui donnent des coups de pied. Et puis, ils lui disent des trucs. Ils prennent aussi l'argent des autres élèves s'ils en ont. Une fois, ils ont obligé Marcus à manger du sable. Qui est leur chef? Willy. C'est quoi son nom de famille? Niemi. Vous allez le mettre en prison? Non. Mais j'aimerais bien, songea Christer en démarrant. La famille a un caveau familial dans la région de Katerineholm. Les parents d'Elina et son jeune frère y sont déjà enterrés. Flisan dit adieu au cercueil à la gare. C'est l'une des journées les plus froides de l'hiver. La neige crisse et grince. Dans tous les endroits où la chaleur corporelle s'échappe des vêtements, du givre se forme. Sur les cils, sur l'écharpe à l'endroit de la bouche, au poignet des manteaux. Quand les hommes hissent le cercueil dans le fourgon de marchandises, Flisan pleure. L'air froid lui déchire la poitrine.
Ses larmes se transforment en glaçons sur ses joues. Johan Albin doit la soutenir pour ne pas qu'elle s'écroule. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le quai. Il y a déjà eu une cérémonie à l'Armée du Salut plus tôt dans la semaine. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Le meurtre brutal de l'institutrice a répandu la peine et l'abattement sur la ville de Kiruna. On en a parlé jusque dans les journaux nationaux. Il referme la porte du fourgon, mais Flizan ne veut pas repartir. Elle pleure et pleure sans s'arrêter. Ses pieds sont glacés et ils lui font mal. « Allez, ma fille, je te ramène à la maison », dit finalement Johan Albin. Et il l'oblige à venir avec lui. Arrivé chez elle, il tombe sur la valise d'Elina, ses livres et ses vêtements lavés, repassés, empesés et pliés au point qu'ils ont l'air neufs, et les sanglots de Flizan reprennent de plus belle. Mais quand Johan Albin lui a fait du café avec des biscottes et qu'une petite fille de 12 ans arrive de chez la nourrice avec le petit Franz, elle arrête de pleurer. Flizan le prend dans ses bras. Il la regarde dans les yeux et serre sa petite main autour de son doigt. « Je crois que je vais le garder », dit-elle à Johan Albin. « Elina a une sœur, mais elle ne peut pas s'occuper de lui. » Johan l'écoute, trempe un biscuit dans le café brûlant. « Il n'a que moi au monde, » poursuit-elle. « Si tu veux rompre nos fiançailles, je ne t'en voudrais pas. Tu ne t'es jamais engagée à élever un enfant qui n'était pas le tien. Et tu sais que je saurais me débrouiller toute seule. » Elle lui sourit, courageuse. Johan Albin pose sa timbale en fer blanc et se lève. Flizan retient son souffle. Est-ce qu'il va s'en aller à présent? Au contraire, il vient s'asseoir à ses côtés sur la banquette de la cuisine et prend Flizan et le bébé dans ses bras. « Je ne te quitterai jamais, » dit-il, « même si tu devais apporter une chier de gosse avec toi dans ta corbeille de mariée. Bien sûr que tu es capable de t'en sortir toute seule, mais moi je suis incapable de vivre sans toi, ma Flizan. » Elle ne peut s'empêcher de pleurer à nouveau, mais elle rit en même temps. Et Johan Albin essuie discrètement une larme. C'est un orphelin lui aussi, vendu aux enchères des pauvres. Beaucoup de choses remontent à la surface. Ils n'ont pas entendu les pas dans l'escalier et sursautent tous les deux en entendant frapper à la porte. Entre dans la cuisine Blenda Menpe, servante au domicile du superintendant Fast. Elle a l'air grave. Elle refuse le café qu'on lui offre. « Je dois te parler, » dit-elle à Flizan. « D'Elina et de Fast. » Le temps était gris et triste. Rebecca remplit pour la 3e fois son mug de café matinal et jeta un coup d'œil lugubre par la fenêtre sur ce qui aurait dû être un paysage hivernal. Le morveux se mit à aboyer. Un instant plus tard, elle entendit des pas dans l'escalier. C'était Alf Björnfoot. Rebecca sentit une bouffée de colère l'envahir. « On peut parler ?» dit-il. Elle haussa les épaules et le fit entrer. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Le morveux sauta sur les genoux du procureur de district. « Tu te prends pour un chien de canapé ?» lui demanda Björnfoot. « Écoute, Rebecca, ma femme prétend que je ne sais pas m'excuser. Mais c'est quand même pour ça que je suis là. Je voudrais te demander pardon de t'avoir retiré cette affaire. Mais tu connais Van Post. Ça fait des années qu'il se plaint de tout et qu'il passe son temps à faire la gueule. Cette enquête-là, il la voulait vraiment, alors je la lui ai donnée sans prendre le temps de réfléchir. Pensant ou espérant peut-être que cela te serait égal. » Rebecca dut admettre à sa grande surprise que sa frustration et son ressentiment avaient disparu. « Je t'emmerde, » dit-elle sur un ton qui signifiait qu'elle lui avait pardonné. « Tu veux un café ? » « Il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve des traces ADN de Jenny Egroth sur la fourche, » soupira le procureur général, après avoir dégusté café et petits gâteaux au bicarbonate. « Mais ça ne suffira peut-être même pas à la faire tomber. » Non. N'importe qui peut avoir pris cette fourche dans cette grange, et il serait normal d'y trouver les empreintes de Jenny Egroth. Elle peut parfaitement l'avoir utilisée. Ce qu'il faudrait, c'est trouver ces empreintes chez Solbrit ou Citalo. Au fait, Van Post s'est mis dans la tête que j'essaie de saboter son enquête. Je suis au courant. J'ai parlé avec Poyanen. Je sais ce que vous avez fabriqué tous les deux.
Et il est un fait que le père de Solbrit a été tué d'un coup de carabine. Le laboratoire a confirmé que c'était une balle qui avait endommagé l'os que vous avez déterré du frigo de l'Institut de médecine légale de Umeå. C'était un coup de chance. Il y a un orifice d'entrée de balle sur la chemise aussi, il te l'a dit? Oui. Le père de Solbrit n'a pas été emporté par un ours, apparemment. On a abandonné son cadavre dans la forêt, et il a été dévoré ensuite. Rebecca secoua la tête, incrédule. Tout cela paraît tellement incroyable. En admettant que quelqu'un veuille tuer systématiquement toute la famille, qui pourrait leur en vouloir à ce point? Solbrit Uusitalo n'avait pas beaucoup d'amis, c'est vrai, mais on ne la haïssait pas, on la méprisait plutôt. Je vais faire comme si je n'avais pas vu que le chien est sur tes genoux, Alf, et que tu lui donnes à manger. Ou alors, mon petit morveux, tu vas partir chez Monsieur Burnfoot, où tu pourras t'installer sur un beau canapé et te faire servir tes tartines sur un plateau, qu'en dis-tu? Je lui en ai juste donné un, c'est rien du tout. Tu rigoles? Tu lui en donnerais 10 que pour lui ce ne serait rien. Peut-être avons-nous affaire à quelqu'un qui en veut aux descendants de Hjalmar Lundbom, suggéra Alf Björnfoot, en essayant de boire une gorgée de café malgré le chien qui gigotait pour trouver une position plus confortable et lui labourait la cuisse avec sa grosse patte pour qu'il continue à le caresser. Tu savais bien sûr que Franz Uusitalo était le fils de Hjalmar Lundbom. Oui, Siving est au courant de tous les potins de la région. Mais qui pourrait haïr Lundbom à ce point? Ça aussi, c'est invraisemblable. Je n'en sais rien. Il y a des cinglés partout. Et Hjalmar Lundbom n'était pas non plus un saint, contrairement à ce que croit la majorité des gens. Par exemple, il paraîtrait que c'est un certain Venet Palo, un artificier de la mine, qui a découvert le filon de Tuoluvara. Il serait venu en informer Hjalmar Lundbom, qui se serait empressé d'aller obtenir le permis exclusif de recherche et de mettre la concession à son nom. Il en aurait ensuite confié l'exploitation à une compagnie minière privée dont il était également PDG. Venet Palo n'en a rien tiré du tout. On serait contrarié à moins, il me semble. Où as-tu eu connaissance de tout cela? Mon arrière-grand-père paternel était commissaire de police à Kiruna au début du XXe siècle, alors évidemment il y a pas mal d'histoires qui ont circulé dans la famille. Je me souviens en outre d'un article à propos de la mine de Tuoluvara, signé par un dénommé Venet Palo, qui a été publié par le NSD il y a quelques années. L'auteur m'avait semblé assez virulent sur le sujet, comme s'il avait vraiment des comptes à régler. En tout cas, c'est la réflexion que je me suis faite à l'époque. Je sais de quoi tu parles. Les vieilles rancunes sont tenaces et se transmettent de génération en génération. Je peux aller interroger ce Venet Palo si tu veux. La piste est un peu mince, mais je n'ai rien d'autre à faire. Björnfoot posa sur Rebecca un regard désolé. Tu n'as pas l'intention de revenir travailler? Si, dans 6 semaines, dit-elle, à condition que Post soit reparti à Luleå. Deux femmes emmitouflées se présentent au commissariat de Kiruna. Sous la couche de neige et les châles se cachent Flisan Andersson, la gouvernante du directeur Lundbom, et Blenda Menpe, servante chez le superintendant Fast. Le commissaire divisionnaire Björnfoot est penché au-dessus de son bureau, occupé à consigner les événements de la semaine dans un registre. Faire des rapports et des procès-verbaux ne fait pas partie de ses attributions favorites, mais aujourd'hui le temps s'y prête. Dehors, la neige tombe drue dans l'éclairage des réverbères. C'est un homme puissant aux épaules larges. Son ventre force le respect et ses mains sont comme des battoirs. Une force de la nature doublée d'un talent pour la diplomatie. Voilà le profil que recherche la compagnie minière chez ceux qu'elle paie pour représenter la loi. Un homme capable de maîtriser les fauteurs de troubles, car ils sont nombreux dans cette ville, socialistes, communistes, agitateurs et syndicalistes. Même les religieux sèment la pagaille. Laestadien et prédicateur, toujours à la limite du fanatisme et de la folie. Et puis les jeunes, cheminots et mineurs, des mômes pour la plupart, venus de tous les coins du pays, loin de papa et maman, dépensant leur paye en alcool, avec le résultat auquel on peut s'attendre. Aujourd'hui, la cellule est vide. Quand il fait aussi froid, les gens boivent chez eux et ne se battent pas dans la rue. Jamais le commissaire n'a tant souhaité qu'il y ait quelqu'un dans cette cellule. 8 jours ont passé depuis le meurtre de l'institutrice Elina Pettersson et personne n'a rien vu. Personne ne sait rien.
Le gardien l'a trouvé en arrivant le matin pour allumer le poêle dans la salle de classe et déneiger la cour. Il s'était remis à neiger dans la nuit et il n'y avait même pas de traces visibles devant l'école. La neige que les deux femmes n'ont pas réussi à brosser en entrant fond sur leurs vêtements. Elles sont bientôt trempées. Leurs joues deviennent toutes rouges. Le commissariat est équipé d'un bon poêle et le commissaire n'a pas lésiné sur le bois. Flisanne prend la parole. « Nous sommes venus à cause d'Elina Peterson », dit-elle sans préambule. Elle donne un coup de coude à Blenda Mempe pour l'encourager. « Répète au commissaire ce que tu m'as dit. »« Voilà. Je travaille chez le superintendant Fast. Il est très dur avec les domestiques. Nous travaillons toujours à deux quand il est là. Nous n'osons même pas allumer la cheminée toute seule, s'il est dans la pièce. »« Ah, vraiment ?» dit le commissaire Bjornfoot, aussitôt mal à l'aise. « Mais depuis le meurtre de mademoiselle Peterson, il est devenu plus doux qu'un agneau. Il n'a essayé d'attraper aucune d'entre nous, pas même une claque sur les fesses en passant. C'est un peu comme s'il était rassasié. Rassasié et content. Vous voyez ce que je veux dire ? » ?»« Non, je ne vois pas, » réplique le commissaire Bjornfoot, alors qu'une petite voix intérieure lui souffle qu'il a parfaitement compris. « C'est une accusation très grave, » dit-il tout de même. « Très, très grave. »« Nous le savons très bien, » rétorque Flisanne, hargneuse. « Continue à raconter à monsieur le commissaire, Blenda. » L'une des jeunes servantes devait vider les cendres du poêle dans la chambre de monsieur le superintendant, explique Blenda Mempe. C'était le lendemain du meurtre, et au fond du poêle, elle a trouvé un morceau de manche de chemise. Ce n'est pas bizarre, ça ? Pourquoi quelqu'un voudrait-il brûler sa chemise ? Le commissaire Bjornfoot se tait, et il les regarde, une main sur la bouche, ce qui est un geste très inhabituel chez lui. D'habitude, poursuit Blenda Mempe, quand il change de chemise, il laisse toujours la chemise sale en boule par terre. Ce jour-là, il a pris une chemise propre et aucune chemise sale n'est partie au lavage. Alors c'est forcément la chemise de la veille que la Souillon a trouvée dans le poêle, vous comprenez ? Bjornfoot hoche la tête. Il ne comprend que trop bien. Flisanne Anderson le toise comme si elle était sur le point de mettre le feu à la terre entière. Blenda Mempe a les lèvres pincées et elle ose à peine croiser son regard. Il lui a fallu du courage pour venir là. Le régisseur général Fast est l'homme le plus puissant de Kiruna. Mis à part le directeur Lundbohm, bien sûr. Mais lui n'est presque jamais là, puisqu'il est constamment en voyage. La compagnie minière possède et dirige tout. C'est elle qui a bâti la ville et l'église. C'est elle qui paie les émoluments de la police, du pasteur et des instituteurs. Et le superintendant Fast est la compagnie minière. Bjornfoot enlève enfin sa main de devant sa bouche. « Je dois parler à la jeune fille qui a trouvé la chemise dans le poêle, » dit-il. Mon arrière-grand-père, Oscar Venetpalo, était artificier, c'est exact. C'était un homme simple. Hjalmar Lundbohm a abusé de sa confiance. Il avait découvert un gisement de chromite à Tuoluvara. Mais c'était un ouvrier loyal, à l'ancienne, vous comprenez. Alors il est allé en parler à Hjalmar Lundbohm, et dès le lendemain, Lundbohm est allé signer le permis de recherche. Rebecca Martinson fumait une cigarette sur la véranda de Johan Venetpalo. Son hôte, assis dans sa chaise roulante, semblait heureux de cette visite inattendue. Le fait qu'elle soit procureure ne semblait pas le déranger le moins du monde. Lui-même ne s'en est jamais plaint, poursuivit-il. Pas un mot là-dessus. Je sais qu'il a signé des papiers selon lesquels c'était Lundbohm qui avait découvert le gisement de Tuoluvara. Par la suite, il a reçu quelques primes de la part de Lundbohm, mais il n'a jamais expliqué pourquoi on les lui avait versées. Sa femme et ses enfants s'en étonnaient, bien sûr. Mon grand-père a toujours prétendu que son père s'était fait escroquer. Il était employé par la compagnie minière, et il n'a pas osé se plaindre, je suppose. Non, évidemment. Quant à Lundbohm, il était malin. Normalement, il aurait dû inscrire la concession au nom de l'État, mais à la place, il l'a vendue à un ferronnier, qui lui-même l'a vendue à une compagnie minière privée, nouvellement créée.
Du coup, l'État ne pouvait plus rien reprocher à Lundbom, puisque lui-même travaillait pour l'État et que toutes les exploitations minières devaient être mises à sa disposition. Le royaume et cette compagnie privée ont signé un contrat, et Lundbom prit la direction de la nouvelle mine pour un salaire de 5000 couronnes par an, ce qui représentait beaucoup d'argent en ce temps-là. Mais pourquoi est-ce que vous me posez des questions sur tout ça? Parce que ça m'intéresse. Il faut bien commencer quelque part. On tire un fil et puis... Johan Venetpalo posa sur Rebecca un regard interrogateur. C'est à cause de cette femme, Solveig Uusitalo, à Kuravara? Elle était la petite fille de Lundbom, n'est-ce pas? Elle s'appelait Solbritt. Oui, plus ou moins, je ne suis pas chargée de l'enquête, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à son histoire. Johan Venetpalo ricana. Vous me rassurez. Je ne suis pas soupçonnée de meurtre alors? Non. C'est vrai que dans ces régions septentrionales, les haines se transmettent parfois de génération en génération. S'il y avait eu de l'argent en jeu, ça aurait pu constituer un bon mobile. Si Solbritt avait hérité de quelques millions, par exemple. Mais Lundbom est mort sans un sou, et Franz Uusitalo était un enfant illégitime, comme on disait à l'époque. Oui. À quoi ça sert de haïr les gens et de les maudire jusqu'à la nuit des temps? Ça ne vous rend pas plus riche à l'arrivée. Vous avez écrit un article au sujet de votre arrière-grand-père. Ah, vous l'avez lu. Vous comprenez, après ça... Il baissa les yeux vers ses jambes inertes. J'ai un peu trop picolé pendant des années. Ma femme m'a quitté et j'en voulais à la terre entière. Mais avec l'âge, on devient philosophe, n'est-ce pas? Il faut prendre ce qui vient. Peut-être mon arrière-grand-père a-t-il eu raison de prendre un peu d'argent et de s'en contenter. Dites, vous croyez qu'on va avoir un hiver digne de ce nom cette année? Ou bien il va falloir supporter cette bouillasse de citadins? C'est une vraie plaie, ces changements climatiques. Rebecca sourit au vieil homme assis dans sa chaise roulante. Il n'avait pas le profil du suspect idéal. Suivre l'argent ou à qui profite le crime, se dit-elle, en s'asseyant au volant de sa voiture et en faisant démarrer le moteur. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y avait pas d'argent. Elle appela Sonia au standard de l'hôtel de police. « Vous pouvez me confirmer que Franz Uusitalo est mort sans laisser d'héritage ?» Sonia lui demanda de rester en ligne, et au bout de quelques minutes, elle revint au bout du fil pour dire qu'il restait à peine de quoi payer l'enterrement. « Et au fait » ajouta-t-elle, mais Rebecca avait déjà lancé un bref merci et raccroché. Elle pianota sur son volant et regarda l'heure. Il n'était même pas encore 9 heures du matin. « Tout n'est pas consigné dans les registres, » dit-elle au morveux. « Je crois que je vais devoir retourner faire un petit tour à Legno. » Sven-Erik Stolnake avait pris un congé maladie. Il prétendait être enrhumé, mais tout le monde savait qu'il était hanté par le fantôme de Jokke Egroth, son crâne fendu sous le bras. Christer vint sonner à sa porte. Sven-Erik lui ouvrit. 2 chats s'avancèrent sur le seuil, virent le temps qu'il faisait dehors et retournèrent se mettre au chaud sur le canapé. Sven-Erik était rasé et habillé. « C'est bien », songea Christer. La maison était bien entretenue et chaleureuse avec ses plantes d'intérieur partout et une profusion de photos encadrées des petits-enfants de Sven-Erik. Le genre de choses qu'on trouve en général dans une maison où vit une femme, songea Christer. Chez un célibataire comme lui, on avait plus de chances de tomber sur un vieux ficus à moitié effeuillé ou un sansevieria dans un horrible pot plein de terre desséchée. Christer lui parla de Marcus et des élèves plus grands que lui qui le maltraitaient à l'école. Ce matin, je suis allée voir le directeur et le surveillant général de l'école après avoir déposé Marcus. D'après eux, il y a eu quelques frictions sans gravité, et ils ont géré le problème et parlé à tous les intéressés. Ce qui ne fera qu'envenimer les choses, commenta Sven-Erik en pensant avec un douloureux sentiment d'impuissance à l'époque où sa propre fille, Lena, avait été victime de harcèlement à l'école. Elle était devenue pâle et maigre, elle avait tout le temps mal au ventre et ne voulait plus aller à l'école. À présent, c'était une adulte, mais cette période de sa vie qui avait duré jusqu'à ce qu'elle change d'école avait été un véritable enfer. « J'ai l'intention d'aller rendre une petite visite aux parents de cette petite brute, » expliqua Christer. « C'est le moins que je puisse faire pour Marcus. Je suis sûre qu'ils sont du genre à intimider les gens et à couvrir leurs gosses, quelles que soient les conneries qu'ils inventent. Mais j'ai décidé d'intervenir et je voudrais que tu m'accompagnes. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que je préfère qu'on soit 2. Comme ça, tu pourras témoigner que je ne les ai pas brutalisés. » Sven-Erik sourit
amusé. « Je vois. Tu as besoin que je te serve de garde-fou et que je t'empêche de tuer quelqu'un ? Oui, ce serait gentil. »« Tu m'as dit qu'il s'appelait Niemi ?» dit Sven-Erik. « Je propose qu'on se renseigne un peu sur eux avant d'y aller. Tu vois bien que je ne peux pas me passer de toi. » La servante qui a trouvé la manche de chemise dans le poêle de la chambre du superintendant habite dans l'île avec sa mère et ses 3 sœurs. La mère ouvre la porte et ouvre de grands yeux inquiets. Mais il y a autre chose aussi dans son regard. Une lueur de défi. Le commissaire doit se baisser pour passer la porte et c'est tout juste s'il tient debout dans le minuscule logis. Il expose le motif de sa visite. Flizan et Blenda Menpe qui l'accompagnent encouragent la jeune fille à raconter au commissaire ce qu'elle a vu. Mais la jeune fille refuse de parler. Ses petites sœurs, assises à même le sol, muettes également, lèvent les yeux vers les étrangers. La mère s'en va débarrasser la table après le repas du soir, portant dans la bassine les gamelles et les cuillères en bois. Elles ont mangé du gruau de blé sans lait. La femme se tait, mais elle ne quitte pas sa fille aînée des yeux, tandis que le commissaire et les 2 personnes qui l'accompagnent tentent de lui tirer les vers du nez. La jeune Souillon se montre aussi réticente que le commissaire Björnfot pense un instant qu'elle ne comprend que le finnois. Ou bien qu'elle est idiote. Peut-être n'est-elle capable de s'acquitter que de tâches très simples, couper du bois ou laver du linge. « Alors, c'est toi qu'on appelle Ilevi ?» lui dit-il gentiment sans obtenir de réponse. « Tu travailles chez le superintendant Fast, n'est-ce pas ?» Silence, yeux baissés, lèvres scellées. « Puhutko Suomea ?» lui demande-t-il dans un finnois hésitant. Blenda Menpe intervient. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» reproche-t-elle d'une voix cinglante à la jeune fille. « Allez, parle à monsieur le commissaire de cette chemise. »« Je me suis trompée, » répond Ilevi. « Ce n'était pas une chemise. C'était juste un vieux chiffon qu'une des filles avait jeté au feu. » Elle parle vite, comme si elle récitait, puis regarde sa mère du coin de l'œil. « Tu préférerais peut-être venir au commissariat pour qu'on en parle tranquillement ?» propose le commissaire Björnfot. Il essaie de lui faire peur, mais sa voix n'a pas l'autorité habituelle. La petite fille pousse un gémissement effrayé et la mère regarde le commissaire droit dans les yeux sans ciller. Il y a 2 mois maintenant que mon Samuel s'est fait sauter avec la dynamite qu'il gardait au chaud pour les artificiers. La compagnie garantit du travail aux veuves, alors maintenant je fais le ménage dans les baraquements de célibataires. Je gagne 40 euros par semaine pour chaque ouvrier dont je m'occupe, avec un supplément si je lave leur linge. Et Ilevi a été embauché chez le superintendant Fast. Tout ça mis bout à bout, on arrive à s'en sortir. S'il n'y avait pas eu la compagnie et le superintendant Fast, les enfants auraient été vendus aux enchères des pauvres. Elle se tient là, devant eux, dans sa blouse de travail si usée qu'on voit presque à travers. « Je connaissais mademoiselle Peterson, » dit-elle en les regardant d'un air désolé. « Elle était comme la lumière de Dieu. Mais vous devez comprendre. »« Je comprends, » répond Björnfot. Et il repart tristement dans la neige. Derrière lui, Flizan pleure de rage, et Blenda Menpe est terriblement silencieuse. « Ce n'est pas juste !» sanglote Flizan. « Ce n'est pas juste !»« Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» demande le commissaire exaspéré. « Que j'accuse le superintendant de meurtre parce qu'il n'a pas claqué les fesses des servantes ? Je n'ai pas la moindre preuve. Je ne suis même pas sûre que cela suffirait si cette pauvre petite finissait par témoigner. » Flizan voudrait s'arrêter de pleurer, mais les sanglots reprennent sans cesse. On croirait un animal blessé. Björnfot ne supporte plus de l'entendre. « Maintenant, je vais être renvoyée, » dit Blenda Menpe. « Et pourquoi ? Pour rien du tout. » Björnfot retourne au commissariat et reste toute la soirée à contempler la cellule vide pendant que le poêle refroidit. Flizan passe la nuit sur la banquette de la cuisine, à regarder le plafond sombre. « Je ne peux pas l'accepter, » murmure-t-elle à son Dieu, joignant les mains si fort que ses jointures blanchissent. « Je ne peux pas accepter que son crime reste impuni. C'est pas juste. »
Ragnhild Lindmark était aide à domicile à Längö. Elle reçut Rebecca Martinsson chez elle et répondit à ses questions. « Désolée, mais je ne peux pas vous offrir de café, » déclara-t-elle. « J'ai arrêté d'en acheter il y a plusieurs années. Vous n'imaginez pas la quantité de café qu'on peut ingurgiter quand on travaille avec les personnes âgées. On finirait par s'empoisonner. » Une perruche posée sur une tringle à rideaux pépiait par intermittence. Les rebords de fenêtres étaient encombrés de figurines en verre. Le fleuve qu'on voyait par la fenêtre semblait immobile dans la lumière grise. Ragnhild leur prépara un thé vert, expliquant à Rebecca que l'eau ne devait pas bouillir et qu'il ne fallait pas laisser le thé infuser trop longtemps. « Je l'achète par Internet », expliqua-t-elle à Rebecca quand celle-ci la complimenta poliment sur l'arôme du breuvage. « Vous vous occupiez de Franz Uusitalo, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. Mon Dieu, quelle histoire épouvantable. Je lui demandais toujours de me prévenir quand il allait en forêt. Il aurait pu tomber de vélo ou je ne sais quoi, et comme ça, j'aurais su où partir à sa recherche. Mais vous savez comment sont les vieux. C'est vrai qu'il était en pleine forme. Plus de 90 ans, vous vous rendez compte ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Parce que je cherche à en savoir un peu plus sur sa mort. Savez-vous s'il avait des ennemis ? Non. Mais que voulez-vous dire ? Vous savez qu'il a été emporté par un ours ? Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel qui se serait passé pendant la période qui a précédé sa disparition ? Est-ce qu'il vous a paru inquiet ? Je ne sais pas. Hein ? Non ? Tout était comme d'habitude, autant que je m'en souvienne. Qu'est-ce qui aurait pu l'inquiéter, à votre avis ? Rebecca ne sut pas quoi répondre. « Il y a quelque chose de louche dans cette histoire, » dit-elle finalement. « Il avait de l'argent ? Juste de quoi payer l'électricité et sa nourriture, je crois. » Ragnhild Lindmark réfléchit quelques instants. Puis elle dit avec franchise. « Je ne sais pas pourquoi vous me demandez tout ça à moi. À vrai dire, je ne le connaissais pas très bien. Par contre, il avait une chérie en ville. Il était encore bel homme, vous savez. Grand, avec une belle chevelure bouclée. Elle habite à 3 maisons d'ici, par là. Une villa avec un toit en tuiles. Il n'y en a qu'une dans la rue, vous ne pouvez pas vous tromper. La femme s'appelle Anna Jaakko. Voulez-vous que je vous prête un parapluie ? Je suis sûre qu'il va tomber de la neige mouillée. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Ce n'est pas à moi de déblayer devant les portes de mes petits vieux. Ça ne rentre pas dans mes attributions. N'empêche qu'il faut quand même le faire. L'hiver dernier, ils ne seraient plus sortis de chez eux si moi et mon mari on ne l'avait pas fait. Il a neigé 1 jour sur 2. Je suis folle, songeait Rebecca, en marchant vers la maison d'Anna Jaakko. Je me demande ce que je cherche au juste. Anna Jaakko était chez elle, et elle l'invita à prendre le café. Rebecca accepta et but aussi lentement que possible pour éviter qu'elle la resserve. Elle était jolie, on aurait dit une ancienne danseuse, des cheveux d'un blanc immaculé coiffés en queue de cheval. « Je ne crois pas qu'il ait été emporté par un ours », dit Rebecca en préambule, parce qu'elle avait décidé de ne pas prendre de gants. Les gens allaient causer, c'était inévitable, alors autant partager ses soupçons et espérer recevoir quelque chose en retour. Je pense qu'on lui a tiré dessus et que l'ours l'a mangé ensuite. Anna Jaakko pâlit légèrement. « Je suis désolée si je vous ai choqué », s'excusa Rebecca un peu honteuse. Anna Jaakko secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas. Je suis plus solide que j'en ai l'air. Mais qui aurait voulu le tuer ? » « C'était peut-être un accident, » suggéra Rebecca sans conviction. « Une balle perdue. Un chasseur qui ne s'en serait même pas rendu compte. » « Cela ne vous paraît pas invraisemblable ? » Totalement, songeait Rebecca. Surtout quand on sait qu'il a reçu une balle dans la jambe et au moins 2 dans la poitrine. « Je ne suis pas sûre de ce que je cherche, » admit-elle. « Quelqu'un avait-il des raisons de le tuer ? Savez-vous s'il s'est passé quelque chose de particulier avant sa disparition ? » Non, je ne vois rien de particulier. Il n'avait pas d'argent, mais il savait danser. Nous dansions souvent tous les deux, ici, dans la cuisine. Son visage s'éclaira à ce souvenir. « Si vous deviez vous rappeler quelque chose, appelez-moi », dit Rebecca en notant son numéro de téléphone au dos d'un bon de caisse qu'elle trouva dans son sac. Anna Jaakko examina le ticket et lut le numéro. « C'est sans doute anodin,
murmura-t-elle, comme si elle pensait tout à coup à quelque chose. Cela remonte à plusieurs années. De quoi voulez-vous parler? L'encouragea Rebecca. C'est la seule chose qui me vienne. Mais comme je vous l'ai dit, cela ne date pas d'hier. C'était il y a 3 ans. Je m'en souviens parce que j'allais avoir 75 ans. Vous saviez qu'il était le fils naturel de Hjalmar Lundbom, n'est-ce pas? Non, peut-être pas. Si, on me l'a dit. Sa mère, qui n'était pas sa vraie mère, mais la femme qui l'a élevée, était gouvernante chez Hjalmar Lundbom. Elle lui en voulait énormément. Et du coup, Franz a grandi avec l'idée que Lundbom était un salaud. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle lui a parlé de lui après la mort de son père adoptif. Franz avait plus de 20 ans à l'époque. Quoi qu'il en soit, il y a 3 ans, il est tombé sur de vieilles actions dans un tiroir plein de photographies et de documents. Il y avait également une lettre dans laquelle Lundbom disait qu'il léguait ses actions à son fils, Franz Uusitalo. Il portait le nom de son père adoptif. Je me souviens que Franz m'avait dit en plaisantant qu'on allait pouvoir partir en croisière tous les deux maintenant qu'il était riche. Un nanti. C'est comme ça qu'il a dit. Je suis un nanti. Ah oui? Mais il avait dû se tromper parce que je n'en ai plus jamais entendu parler. Je crois que sa fille a examiné les titres et qu'en réalité, ils ne valaient pas un clou. Ils étaient jolis à regarder, c'est tout. De nos jours, les actions sont sur des ordinateurs, ce n'est plus pareil. Et vous dites que cette histoire a eu lieu il y a 3 ans? C'est ça. Et comme par hasard, le fils de Solbrit s'est fait renverser il y a 3 ans, songea Rebecca. Excusez-moi, dit Anna Yako en essuyant ses yeux qui s'étaient brusquement remplis de larmes. Mais il me manque terriblement. Si quelqu'un m'avait dit, quand j'avais votre âge, que je rencontrerais l'amour de ma vie à plus de 70 ans, je lui aurais ri au nez. Elle posa sur Rebecca un regard grave. Il faut prendre soin de l'amour, vous savez. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on a aimé pour la dernière fois de sa vie. Tout le reste n'est que du vent. Il valait mieux qu'elle travaille, sinon elle allait devenir folle. Flisane nettoie la maison de fond en comble, plusieurs fois de suite, récure la cuisine du sol au plafond, lave et repasse les minces rideaux en toile de coton et peint en bleu les portes de l'armoire de la cuisine. « Tu as perdu la tête ?» s'inquiètent ses voisines. « Laver les rideaux en plein hiver, tu ne crois pas que tu as assez à faire avec les vêtements des mineurs ?» Ensuite, elle se met en tête de préparer un vrai paltcock. Elle tranche le lard et la couenne, forme des boulettes grises en mélangeant la farine d'orge avec les pommes de terre râpées. Elle plonge les boulettes dans la grosse marmite d'eau bouillante et toute la cuisine est pleine de vapeur. On se croirait dans un sauna. Elle entend un bruit derrière elle et l'espace d'un instant, elle croit que c'est Elina. Quand elle se retourne, elle se retrouve nez à nez avec le superintendant Fast. Dans son gros visage Rubicon, ses yeux lancent des poignards. Il jette un rapide coup d'œil dans la chambre pour s'assurer qu'ils sont seuls. « Mademoiselle », grince-t-il. Sa voix est sèche. On a froid jusqu'aux entrailles rien qu'à l'entendre. Comme quand on a lavé du linge au lavoir un jour d'hiver et qu'en rentrant le soir on a beau ajouter du bois dans le poêle, on ne parvient pas à se réchauffer. « Mon fiancé va arriver d'un instant à l'autre », gémit Flisane. Elle regrette aussitôt d'avoir dit cela, et d'un ton aussi pitoyable. Elle ne peut pas s'empêcher de regarder le couteau de cuisine du coin de l'œil. Il renacle, plein de mépris. Je m'en moque de ces amants. Maintenant elle va m'écouter. J'entends des rumeurs. Sur moi et la putain Elina Pettersson. Et celle qui en colporte le plus, c'est la dénommée Flisane. Monsieur le superintendant a menacé ses servantes. Alors forcément, la prochaine fois qu'elle m'interrompt, elle va prendre une claque. C'est le bâtard de la putain, n'est-ce pas? Il a un mouvement du menton vers le cou fin dans lequel dort le petit Franz. Si elle souffle le moindre mot au commissaire ou au directeur quand il rentrera, ou à n'importe qui d'autre, je lui prendrai l'enfant.
J'irai parler à la commission de protection de l'enfance de la vie dissolue de Flisane qui vit seule avec 4 hommes sous son toit. Je me trompe? Et qui a un fiancé par-dessus le marché. Avant, vous étiez 2 à vous en occuper. Mais maintenant, Flisane doit s'occuper des 5 à elle toute seule, pas vrai? Il se tait et la regarde d'un œil si lubrique qu'elle croise instinctivement les bras sur sa poitrine. Qui vont-ils croire à son avis? Elle ou bien moi? J'adopterai le gosse et je peux lui assurer que je saurai comment le dresser. Et des coups, il va en prendre, tous les jours. Il n'y a que le fouet et la ceinture pour le sauver de l'hérédité de sa gourgandine de mère. Alors qu'est-ce qu'elle dit de cela, Flisane? Maintenant, elle a le droit de répondre. Flisane cherche un appui. Elle ne tient plus sur ses jambes. C'est tout juste si elle a la force de hocher la tête. Eh ben voilà, elle fait moins la maline maintenant. Et elle va faire ses bagages et quitter Kiruna. Je lui donne un mois et je la préviens. Je ne suis pas un homme patient. Elle titube et s'écroule sur le tabouret près de la cuisinière. Fast se penche au-dessus d'elle et avant de partir, il lui susurre à l'oreille. Elle a adoré ça, l'institutrice. Elle m'a supplié de continuer. Elle criait de plaisir. J'ai dû l'étrangler pour la faire taire. Et il disparaît dans l'escalier. La marmite de Palt déborde, et Flisane n'a plus la force de la retirer du feu. Elle n'arrive même pas à se relever. Quand Johan Albin rentre un peu plus tard pour manger, elle est toujours assise au même endroit. Franz pleure dans son couffin. Le Palt a attaché au fond de la marmite, et la buée dégouline sur les vitres. Rebecca fouillait dans les cartons de Solbrit ou Citalo. Avant de commencer, elle avait appelé Alf Björnfoot pour s'assurer que le mandat de perquisition était encore valide. Je n'ai pas envie que Von Post puisse me renvoyer ça à la figure ensuite. Je t'assure que s'il ose te faire des ennuis, il va se retrouver au service des contraventions jusqu'à sa retraite, avait répondu le procureur général entre ses dents. Incroyable ce qu'un être humain arrive à accumuler au cours d'une vie. Rebecca sentait la poussière lui chatouiller les narines. Photos, lettres, copies de déclarations de revenus, contrats d'assurance, dessins d'enfants, factures, dépliants publicitaires vieux de plus de 10 ans, et Dieu sait quoi encore. En tombant sur une lettre du patron de Solbrit dans laquelle il exprimait son inquiétude par rapport à sa consommation d'alcool, Rebecca fut soudain prise de scrupules. Elle fit une pause et sortit marcher avec le morveux. « Ce que je suis en train de faire ne nuit à personne », expliqua-t-elle au chien qui pataugeait dans la neige molle et levait la patte pour laisser des annonces de rencontres au pied de tous les arbres qu'il croisait. « Je renifle juste un peu, comme toi. » Son téléphone vibra au fond de sa poche. C'était Christer. « Salut », dit-il d'une voix si tendre qu'elle ne put s'empêcher de sourire. « Je me demandais si tu pourrais me garder Vera quelques heures. Je dois aller parler aux parents des petites brutes qui font des misères à Marcus. J'ai appelé Maya. Il paraît qu'un ami leur a prêté un chalet au bord de la rivière de Rautaselven. Ils ont proposé d'emmener Marcus à la pêche avec eux. C'est une bonne idée. Je crois que ça va l'amuser. Et puis c'est juste pour la journée. » « Il n'y a pas de problème. Tu peux me déposer Vera. La clé est sous le pot de fleurs à droite de la porte sur le perron. Je ne vais pas tarder à rentrer. Je peux emmener Marcus chez Maya si tu veux. » Christer soupira bruyamment au bout de la ligne. « Sous le pot de fleurs, je rêve. Je me demande vraiment pourquoi les gens prennent la peine de fermer leur porte à clé si c'est pour laisser la clé sous l'incontournable pot de fleurs. C'est le premier endroit où on regarde. Ou bien dans les chaussures qui, pour une raison inexplicable, sont restées dehors dans le froid. » « Je sais, » répliqua Rebecca. « Mais franchement, tu ne trouves pas ça extraordinaire? Du temps de ma grand-mère, on ne verrouillait jamais une porte. Et quand on sortait de chez soi, on posait le balai devant la porte pour éviter aux visiteurs assoiffés de monter jusqu'à la maison depuis la route pour rien. Comme ça, ils pouvaient voir à distance qu'il n'y avait personne. »« Bon, ok, on fait comme ça. Je fais entrer la chienne et je pose le balai devant la porte. » gloussa Christer avant de lui dire au revoir. Rebecca continua à trier des papiers et finit par tomber sur ce qu'elle cherchait. Une grosse enveloppe brune dans laquelle se trouvaient 3 feuilles de parchemin
portant la mention « Share Certificate », ainsi qu'une lettre manuscrite à la calligraphie légèrement tremblée. Écrite par un vieil homme, se dit Rebecca, le cœur battant. Ma chère Flisanne, commençait la lettre. Mais elle ne voulait pas la lire tout de suite. L'écriture n'était pas non plus très facile à déchiffrer. À la place, elle téléphona à Mons. Il répondit aussitôt. Il semblait heureux de l'entendre. Cela lui fit un pincement au cœur, mais elle n'avait pas le temps de badiner. « Toi qui connais bien le droit des sociétés et tout ce qui a trait aux actions, est-ce que tu pourrais me renseigner ?» Flisanne se réveille la nuit pour parler à Dieu. Elle a beau travailler dur, cela ne change rien. Son sommeil est perturbé. Elle explique au Seigneur qu'elle ne tiendra jamais le coup. Elle fixe le plafond, plongée dans l'obscurité, et se sent remplie de haine. La seule chose qu'elle parvient à faire est de supplier Dieu. Les mots, elle ne les trouve pas. « Aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi. » Elle s'efforce de chasser les images de la blonde Elina. Elina est le superintendant faste. La blouse ensanglantée d'Elina que lui a remise le sacristain quand elle lui a apporté les vêtements que porterait Elina pour son dernier repos. « Aidez-moi, Seigneur, prie-t-elle. Je veux le tuer. Pourquoi aurait-il le droit de vivre? Ce n'est pas juste. » Elle a peur. Elle a tout le temps peur. Elle voudrait fuir Kiruna sans tarder, car qui sait ce que le superintendant faste pourrait soudain inventer. Il va lui prendre Franz. Johann Albin lui promet qu'ils quitteront la ville dès qu'il trouvera un travail ailleurs. Si cette ordure pose ne serait-ce qu'un seul regard sur le nourrisson, elle se dit qu'elle fracassera son crâne gras avec le tisonnier de la cuisinière, qu'elle le frappera encore et encore jusqu'à ce qu'il... Elle regrette de ne pas lui avoir versé la marmite de palt sur la tête pour l'ébouillanter comme le cochon qu'il est. « Aidez-moi, prie-t-elle inlassablement. Cher, cher Jésus, je vous en prie, aidez-moi. » Au bout du chemin de terre, Sven-Erik Stolnake, Christer Eriksson et Marcus descendirent de voiture. Ils étaient en pleine forêt. De l'endroit où ils se trouvaient, on entendait couler la rivière Rautasselven au loin. « Rebecca et Vera viendront te chercher bientôt, » dit Christer à Marcus, « et je ne serai pas parti très longtemps. »« Je ne veux pas que tu partes, » dit le petit garçon, s'accrochant à la manche de Christer. « Je reviendrai aussi vite que possible. » Le chemin était tapissé d'une neige piétinée et dure. C'était comme de marcher sur une étroite route verglacée. Une neige fondue et froide pleuvait des branches. D'épaisses plaques de neige molle subsistaient encore ici et là. Pour progresser, ils devaient poser les pieds sur les pierres et sur les branches des buissons d'érel. Le ciel était moins bas, remarqua Christer sans oser quitter le sol des yeux trop longtemps à la fois. En effet, les nuages s'étaient dissipés. Un escalier en rondin conduisait à une tourbière au-dessus de laquelle courait une passerelle. L'escalier en bois et la passerelle étaient quasiment impraticables. Les marches étaient gluantes et les planches du petit pont tapissées de glace. « J'ai l'air aussi gracieux que si j'avais fait dans mon froc », grommela Sven-Erik. « Je vais me casser la gueule. » Il cria à Marcus. « Fais attention, petit !»« Ah, les gosses !» murmura-t-il pour lui-même. « Quand je pense qu'on était comme ça à leur âge. » Avec l'insouciance et l'équilibre instinctif des enfants, Marcus était déjà loin devant eux, le genou souple et le pas hardi. Un homme apparut. Il leva la main pour les saluer sur la passerelle. « Hey, Marcus !» appela-t-il. Christer et Sven-Erik s'arrêtèrent. Ils agitèrent prudemment la main en retour. « Si vous voulez, je peux le prendre à partir d'ici !» leur cria l'homme. « Maya est en bas au chalet. Ça glisse terriblement. Vous feriez mieux de faire demi-tour. »« Ne t'inquiète pas, c'est son compagnon, » dit Sven-Erik à Christer. « Il s'appelle Örjan, je crois. Je l'ai vu quand Post la peste nous a traînés chez Maya pour l'interroger. J'aurais voulu que tu vois ça, salaud de proc. »
Allez, on repart. Je m'estimerais heureux si j'arrive vivant à la voiture. Bon, alors au revoir, lança Krister. On vient le récupérer bientôt. Saluez Maya de ma part, et merci. Ils firent demi-tour et rejoignirent péniblement l'escalier. D'un geste, l'homme attira Marcus jusqu'à lui. Marcus avança prudemment à la rencontre de l'homme à la tignasse ébouriffée. Dans sa tête, il parlait avec le chien perdu. Vera va venir bientôt. Et Krister, et Rebecca, ils seront bientôt là. Ils vont venir me chercher, dans pas longtemps. Plusieurs fois, il se retourna pour suivre des yeux Krister et Sven-Erik. Mais ils ne tardèrent pas à disparaître de sa vue. Il atteignit l'extrémité de la passerelle. L'homme hocha la tête et lui tourna le dos pour repartir en sens inverse. Marcus lui emboîta le pas. Le chemin courait à nouveau à travers bois. À présent, on entendait distinctement le bruit du courant. Il prenait garde de poser les pieds dans les endroits où il n'y avait pas de neige, car sous la neige, parfois, il y avait des plaques de glace, et alors on tombait. « Marche devant moi !» lui ordonna l'homme. Marcus se mit à courir. Quand les arbres de la forêt s'espacèrent, il aperçut au bord de la rivière, à une centaine de mètres de distance, à côté d'une barque renversée, une femme aux cheveux blancs qui tentait de dégager une paire de rames du sol gelé en cognant avec une bêche. Elle tenait la bêche à 2 mains, et elle cognait, et elle cognait. Marcus se figea. Il l'avait déjà vue, ce jour-là, alors qu'en bas de l'escalier, il regardait dans la chambre de grand-mère. Il n'avait pas vu son visage, car la personne qui était avec sa grand-mère portait une cagoule, le genre de cagoule qu'on porte pour faire du scooter des neiges, avec un trou pour la bouche et 2 trous pour les yeux. Mais il reconnaissait la silhouette, les bras qui cognaient et cognaient encore, qui cognaient grand-mère. Il avait été lâche ce matin-là. Il n'avait rien fait pour sauver grand-mère. Il était remonté au 1er étage. Il avait réussi à ouvrir une fenêtre malgré ses mains qui tremblaient. Puis, il avait sauté dans le jardin et couru dans la forêt jusqu'à la cabane. Ensuite, Krister était venu et grand-mère était morte. Maintenant, la cogneuse allait s'en prendre à lui. Il entendit le son rauque que fit son propre cri. Il hurla de terreur et tenta de s'enfuir, mais il n'alla nulle part. L'homme derrière lui l'avait soulevé de terre en le prenant sous les bras, et ses pieds battaient l'air inutilement. « Ta gueule !»« Krister !» cria Marcus de toutes ses forces. « Krister !» Mais tout à coup, ce fut comme si un tronc d'arbre lui fonçait dessus. Puis plus rien. Krister Eriksson et Sven-Erik Stolnake ne l'entendirent pas crier. Ils étaient déjà en route pour Kiruna. 2 preux chevaliers en croisade, partis s'assurer que Willy Niemi, 9 ans, cesse d'embêter Marcus ou Citalo, 7 ans.